Les conversations, premier film. Et on est dans quand même un super squat aujourd'hui qui est un immeuble sur le boulevard Saint-Jacques dans le 14e arrondissement qui est absolument immense. Il y a 4000 mètres carrés de surface. Tu veux dire 4 hectares qui sont habités de... Tu fais chier. 4 hectares carrés, ça ne se dit pas, Emma. Oui, c'est vrai. Qui vivent là-dedans. On est je crois qu'ils sont plus d'une soixantaine à s'organiser dans cette petite ville qui émerge là en ce moment autour de nous. On a des pièces où on a des expositions, on a des chambres, on a des cuisines, on a des lieux, on a une petite cour intérieure, on a des groupes de musique, il y a beaucoup de choses. On invite tout le monde à venir voir, même si la personne ne nous entend, mais tout à l'heure oui. Et du coup, Camille, t'as réalisé un film pour le Festival Premier qui se passe sous les combles, tout en haut de ce bâtiment. Comment s'appelle ton film ? Mon film s'appelle Black Hata. Black Hata. Ouais, et c'est un western documentaire que j'ai tourné au Burkina Faso. Ouais. Et je l'ai montré hier soir. Et l'ambiance était très chaleureuse et j'étais contente de le montrer justement dans le cadre du Jardin d'Enfer parce que c'est un film. Enfin, moi, je viens des beaux-arts, je viens aussi des arts plastiques. À la base, j'étais peintre. Mais c'est en même temps un film qui a pour vocation de plus tard tourner en festival et qui se projette aussi en salle. Et du coup, là, je trouvais que c'était un bon entre-deux de le montrer ici. Et ça montrait bien aussi d'où il venait. Et il était presque dans sa famille de films, quelque part. Sur lequel t'as mis, et pourtant qu'il y a un film qui quand même dépasse au niveau de la durée tous les autres presque. Oui, c'est un moyen-métrage. Ouais, c'est un moyen-métrage. C'est toi qui as le plus long film, je crois. Je pense, oui. Ouais. Il fait 50 minutes. Ouais, ce qui est quand même un boulot, j'imagine, colossal. En plus, tu nous dis que ça a été tourné au Burkina Faso, c'est pas à la porte à côté. Moi, j'aimerais trop qu'on parle un peu des démarches, de comment toi t'es arrivé à faire un truc pareil, parce que bon, faut quand même soulever 2-3 chaises pour avancer et faire ça, quoi. Enfin, le financement, bon. Moi, j'habite au Burkina la moitié de l'année depuis 2013. D'accord, ok, donc t'avais l'avantage d'être saisonnière là-bas. Voilà, j'y vais à peu près 6 mois par an, 3 mois en été, 3 mois en hiver. Ok. Et en fait, j'y suis allée d'abord, j'étais aux Beaux-Arts de Clermont, et j'y suis allée pour faire un stage. J'étais en 3e année, donc c'était en 2013. Et j'ai fait un stage dans une maison de production vidéo qui s'appelle Manivelle Productions. Et du coup, je ne savais pas filmer avant de faire ce stage. Et j'ai appris à utiliser une caméra en filmant les mariages et les baptêmes, les week-ends. Et donc c'est vraiment sur place aussi que j'ai appris à utiliser ce médium. Et en n'étant pas totalement considérée comme une touriste, parce que j'étais au sein de cette boîte de production. Quand on m'appelait, c'était pour un travail. Donc le rapport avec les gens et le statut que j'avais était différent que juste si j'ai voyagé. Oui, t'étais intégrée. J'étais intégrée, mais tout en étant étrangère. Moi, j'ai vraiment pris conscience du fait que j'étais blanche en arrivant là-bas. Et c'est aussi là-bas que j'ai pris conscience de la vivacité de toutes ces problématiques décoloniales. Donc ça a été un énorme boulot aussi de déconstruction de mon regard, décolonisation de mon regard, de mes attitudes, de mes modes de pensée. Donc c'est peut-être ça qui a pris le plus de temps. La première fois que je suis rentrée, c'était vertigineux, l'impression que j'avais de tout ce que j'avais à apprendre à ce niveau-là. Et donc il y a eu tout un temps de recherche aussi, notamment de regarder beaucoup de films africains parce que c'est un cinéma qui est assez peu connu, qu'on voit assez peu en France. Et donc vraiment voir beaucoup de films. Et surtout qu'au Burkina Faso, en fait, il y a le plus grand festival de cinéma africain qui s'appelle le FESPACO, qui existe depuis 1969. Et donc il y a une culture du cinéma dans ce pays qui est très forte. Il y a plein de cinémas dans les différentes villes. Et du coup, les fois où j'y suis retournée, j'ai commencé à travailler dans une école de cinéma, là-bas. D'accord, il y a une école de cinéma. Ouais, il y en a même 2. Ok. Et moi, je travaille dans celle de Gaston Caboret, qui est un grand cinéaste
burkinabé qui a eu une palme d'or à Cannes en 93. Enfin, c'est un monument du cinéma africain et du coup j'ai travaillé à ses côtés. Pour quel film, la Palme d'Or ? C'était pour Wen Kuni, qu'il a eu la Palme d'Or, qui est un film qui parle d'un enfant abandonné qui se fait recueillir par une famille dans un village au Burkina Faso. Et les cafés les arrivent. cafés arrivent. Les cafés arrivent. Merci. Merci. Trop bien. Merci beaucoup pour le café. Ah, Waouh, trop cool. par contre, j'ai On est l'impression gâtés. qu'il n'y a pas de sucre. Donc sur la référence de ton expérience là-bas, et c'est à quel moment que tu t'es dit il faut que je fasse un film ici, Alors, il va durer tant de temps. ouais. En fait, moi, je suis cavalière. En fait, je fais beaucoup de cheval en France. Et je D'accord. m'attendais pas, parce que mon film, donc le western Black Hata, est tourné avec les cavaliers du Burkina Faso. Et c'est une communauté très particulière qui vit dans certains quartiers de la ville. Et le cheval, c'est l'emblème du pays. Donc D'accord. ils ont un statut important. Et du coup, pour tous les mariages et tous les baptêmes, les cavaliers sont amenés à faire un spectacle de voltige, à être présents. Et c'est le cheval porte chance. C'est une société qui est quand même très animiste, tout en étant chrétienne et musulmane. Mais tout ça se superpose à toute une culture animiste et le cheval a une place centrale dans cette culture-là. Par exemple, Ouedraogo, c'est le nom de famille le plus courant au Burkina Faso et ça veut dire étalon. Donc il y a toute une partie de la population qui porte le nom d'étalon. Et donc les gens se sentent proches de cet animal. Et donc moi, en filmant les baptêmes, les mariages, les week-ends, j'ai rencontré les cavaliers, j'ai commencé à monter à cheval avec eux. Et c'est comme ça que j'ai fait un premier film qui s'appelle Wefo, que j'avais montré pour mon diplôme en 2015, mon diplôme de 5e année. Et c'était un petit film de 10 minutes qui était sans parole, très immersif. J'avais mis des GoPros sur les chevaux et sur les cavaliers. Et voilà, c'était une première étape. Et moi, j'ai continué à retourner au Burkina, j'ai continué à vivre avec les cavaliers dans leur quartier. Et c'est eux qui m'ont proposé de faire un western, en fait. Et parce qu'ils trouvaient ça plus fun et plus intéressant. Et donc, Black Hata a commencé comme ça. Et t'entends quoi par le mot western exactement? Alors, moi, c'est une cinématographie que je connais. C'est assez peu, moins qu'eux. Eux, ils sont... En fait, dans les années 60-70, il y avait beaucoup de cinéma plein air au Burkina. Cinéma? Plein air. Ok. Et dans ces cinémas, il y avait beaucoup de films western américains, western spaghetti qui étaient montrés. Donc ils connaissent tous par cœur les westerns fordiens, enfin, ils sont tous fans de John Wayne. Et donc ils maîtrisent beaucoup mieux que moi cet univers Hyper américain. hyper américain des westerns, enfin, ouais. Et donc moi j'ai commencé à m'y intéresser à partir de là, et je me suis beaucoup intéressée. Et en fait, il y a aussi des westerns africains qui ont été faits. Le premier date de 1966, il a été fait au Niger par Alassane Mustapha, et le film s'appelle Le Retour d'un aventurier, qui parle d'un soldat qui revient de la guerre d'Indochine et qui revient dans son village au Niger et qui ramène plein de costumes de cow-boy à ses amis. Et du coup, ils se déguisent tous en cow-boy, et à partir du moment où ils ont ces costumes, ils se sentent libres de s'émanciper de tous les traditions et les codes sociaux de leur village et de transgresser tout ça. Et ça devient en fait des bandits, et ils volent des chevaux, et ils commencent à assassiner des gens. Et ensuite, bon, je vais pas dire la fin du film, mais en tout cas, il y a un retour à la tradition et à un espèce de compromis qui est trouvé. Mais on voit déjà là dans une des scènes du film, dès qu'ils sont dans le théâtre, il y a les chevaux à un moment, et il y a un enfant qui est au milieu, qui lui du coup a un costume, parce que j'étais assez intrigué par les habits quand même, parce que tu vois, on parle d'un cow-boy. Bon, le cow-boy c'est quoi? C'est Lucky Luke de façon très simplifiée, mais ça peut être aussi quelque chose de... Pour le coup, les adultes, eux, ont quand même vachement une identité du cow-boy. Parce que, bon, il y a le chapeau, certes, mais à côté de ça, il y a cette espèce de grande jean en cuir matelassé sur les côtés, enfin, une pièce. Et le petit, par contre, il porte un costume totalement
totalement classique, quoi. Le truc qu'on peut acheter dans une boutique de déguisement pour dire je suis cow-boy. Ouais. Et par ça, tu montes le rapport parce qu'il demande s'il peut être chef du village. Il y a une discussion là-dessus. L'enfant. Ouais. On lui demande s'il peut être shérif. En tout Voilà. cas. Ouais. Ok. Et donc il y a quand même cette, dans la petite société que t'as trouvée, t'as ces rapports hiérarchiques un peu de qu'est-ce que c'est le western, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est ce petit monde, parce que, enfin, je sais pas, pour moi le cheval déjà au début quand tu le filmes sur la route coupe et on se dit, moi après je suis pas du tout dans le western justement et du coup je me suis dit il y a une blague, enfin il y a un cheval qui marche sur une route où il y a autant de voitures qui pour le coup restent calmes, j'ai cru que c'était la garde nationale au début. Et je sais pas, ça fait déjà, tu es en train d'enfermer on voit que c'est un petit milieu, quoi. Donc déjà, toi, t'as intégré le Burkina Faso dans ta façon d'être, t'as pris la culture, enfin t'as pas pris la culture, mais t'as connu la culture là-bas. Et ensuite, t'es allé encore dans une plus petite zone qui rajoutait le cheval. Et ça, c'était, ça s'est passé en combien de temps ? Alors il y a plusieurs questions, mais en fait moi j'ai l'impression que c'est par les cavaliers en vivant avec eux que j'ai compris la culture du Burkina. D'accord. Et en fait je me sentais très proche d'eux parce qu'on a cette culture commune qui est le cheval. Et le monde équestre français et le monde équestre est très différent. Très différent. Mais quand même il y a ce point commun de départ qui fait qu'on peut partir de là pour échanger et Après c'est différent parce que eux ils vivent vraiment avec les chevaux, on le voit dans le film, les chevaux, le cheval est sacré et ils sont pas dans une logique qui serait plus de l'équitation française de dompter l'animal et dresser, là le cheval s'exprime beaucoup et eux ils disent qu'ils vont au feeling avec les chevaux, donc c'est en fonction de ce que fait le cheval, ils suivent et ils poussent, ils exaltent un peu les comportements des chevaux, mais il y a un truc qui est beaucoup plus impulsif. Moi j'ai l'impression d'être avec des centaures quand je suis avec eux. Ils vivent tellement avec leurs chevaux, ils grandissent avec leurs chevaux, ils se sacrifient complètement pour leurs chevaux. On est carrément c'est presque dans le spirituel, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Eux ils estiment qu'ils ont donné leur âme à leurs chevaux. Et quand tu choisis un cheval, en fait tu lui confies ton âme, tu lui confies ta vie. Et par exemple, on dit que quand un cheval meurt, c'est qu'il s'est sacrifié pour sauver la vie de son cavalier. Et ça me faisait beaucoup penser au western crépusculaire américain, où il y a quand même toujours cette figure du cheval. Je pense notamment à Lonely Are the Brave, qui est un film de John Miller, ou David Miller, j'ai un petit trou, mais où c'est l'histoire d'un cow-boy qui se fait pourchasser par des hélicoptères, par des voitures, par des motos, par toute la garde... par toute la police des États-Unis, et il refuse d'abandonner son cheval en fait. Donc c'est toute une course-poursuite contre lui et son cheval et ce rapport qu'il a à son cheval et la modernité qui veut assassiner ce mode de vie-là, qui incarne une forme de liberté. Et c'est à cet endroit-là que les cow-boys burkinabés me font penser aux cow-boys crépusculaires. Ouais, le rapport aux animaux. Et dès que t'es arrivé au Burkina Faso, vu que tu faisais déjà un peu de l'équitation en France, ouais. C'est tout de suite quelque chose qui t'a intéressé oui, en là-bas. tout cas, ouais, c'est quelque chose qui a été simple pour moi de les rencontrer autour de ça. Et puis même ce rapport aux cow-boys crépusculaires, ils ont ça en commun parce que c'est aussi des outsiders. Comme tu le dis, dans le premier plan, il est seul, il traverse la ville. Donc on sent bien qu'ils sont à la fois, ils représentent un symbole fort pour la société. Mais en même temps, comme ils vivent avec les animaux, un peu comme des centaures, quoi. Ils sont... Oui, puis tu le places dans une foire à un moment quand même. C'est un festival, une foire au début du film, on voit à un moment qu'il est au milieu de plein Il est dans une boîte de nuit. C'est une boîte de nuit. Ouais. Je pense. Mais il est avec son cheval, hein. Ouais. Et il danse, c'est la première danse. Ouais. D'accord, c'est une boîte de nuit. C'est à la sortie d'une boîte de nuit. Okay, eux, ils vivent tout le temps avec leurs chevaux, donc ils vont en boîte à cheval, ils font tout et à ça cheval. fait quand même, ça réunit du monde, on a l'impression que c'est aussi un peu attractif. Exactement. Et puis ils gagnent leur vie comme ça, en fait. Les gens, ils les voient faire le show, ils vont donner quelques billets, et eux, ils boivent
ils se font offrir le repas et à boire par la boîte parce qu'ils ont animé la soirée, quoi. Ils monétisent le... C'est ça. Et Ok. c'est vraiment une société du spectacle aussi. C'est pour ça que c'était facile de les filmer quelque part, c'est qu'ils ont l'habitude de se mettre en scène. Et du coup, donc ils sont dans cette ambiguïté-là où en même temps ils fascinent les gens et en même temps, comme ils le disent, à un moment il y a une scène où il y a Carlos qui parle avec ma chérie, qui est la cowgirl du film. Et quand ils discutent tous les deux, Carlos dit bien que tout le monde les considère comme des tocards et des bandits. Mais parce qu'ils inquiètent aussi. Ils sont complètement indomptés, quoi. Enfin, dès qu'ils arrivent, ils arrivent à 10 avec leurs chevaux et ils font... Oui, puis il y a une inquiétude même de voir, parce que ils sont peut-être que impressionnants. j'ai déliré, mais déjà c'est hyper impressionnant, et en plus de dire qu'ils dansent presque. Ouais. On est sur un... Parce que l'image du cheval, ça reste au pas, au trot, au galop, et basta. Là, on a Et là, un cheval qui danse. Non, mais attends. Non, mais je suis sûr qu'il faut le faire. Non, mais faut le faire. Hein. C'est un truc de dingue. Il voit qu'il y a même un rythme sur la musique. Il y a tout un. Du coup, là, moi, c'est impressionnant comme aussi un peu inquiétant parce que évidemment, le cheval, lui, ne parle pas et il ne dit pas comment il ressent les choses. Mais de toute évidence, il y a une relation hyper forte. Enfin, c'est un travail. Il y a énormément, il y a un travail de dressage immense derrière pour arriver à faire ça. Et puis, il y a une scène aussi où il prie sur son cheval, le cheval reste allongé. Ça m'intéressait aussi de montrer. Il y a plusieurs scènes qui évoquent cette spiritualité qu'ils ont avec leurs chevaux. Où, le cheval, ça devient aussi le lieu de la prière. Où il y a tout un moment aussi où il lave le cheval avec du lait, ce qui est en fait un rituel animiste de sacrifice pour. Quand on a une action, un vœu à faire, on va laver le cheval avec du lait dans une rivière et le cheval va ensuite porter chance et prier pour que ce vœu se réalise. Et donc voilà, c'est à la fois un moyen de gagner sa vie, c'est un moyen de déplacement, c'est un moyen pour draguer les filles. On le voit bien quand ils sont dans la grotte et qui dit qu'il est John Wayne et que... il y a tout ça, puis c'est aussi un animal qui fait partie de la spiritualité. J'ai une question par rapport à... Donc tu dis que quand tu arrives au Burkina Faso, c'est la première fois que tu te sens blanche. Tu réalises en tout cas que tu es blanche, et enfin en tout cas à cet endroit-là. Et comment... Donc je pensais pas du tout anodin que tu filmes un western dans une pensée décoloniale. Comment ça se fait pour toi, cette décolonisation du regard et de la pensée? Comment... Est-ce que c'est sur le biais du rituel, de comprendre les rituels, comment est-ce que tu décolonises ton regard en fait à ce moment-là? Comment, en tournant un western, en parlant toi encore de western, comment est-ce que tu... parce que même le western, c'est peut-être problématique aussi dans ce sens-là, évidemment, j'imagine. Enfin, il y a une... C'était aussi... et aussi, est-ce que tout simplement tu avais un but aussi... révélateur aussi. Est-ce que tu avais envie de quelque chose avant de commencer ton film et dire moi je veux que les gens voient ça, je veux montrer ça et je veux révéler ça? Ce qui est problématique, ce qui peut être problématique au premier abord, c'est que les cavaliers s'identifient aux cow-boys qui représentent quand même l'homme blanc. Là, tu parlais même presque de monétisation du coup, il y a un rapport au tourisme aussi potentiellement, et du coup, ça devient une attraction. Et alors, Et oui, voilà. Puis ils gagnent leur vie aussi en incarnant une forme de folklore. Il y a le journal National Geographic qui a fait des articles sur eux où ils sont habillés en costume traditionnel avec des boucliers, des lances, alors que eux ne se baladent jamais comme ça. Mais ils ont aussi, ils dealent avec toutes ces attentes-là pour gagner leur vie. Et moi, justement, c'est ça qui m'intéressait. C'était un peu en réponse des crispations identitaires qu'on peut voir en France et un peu partout en Europe, mais où il y aurait une idée d'identité pure, d'une authenticité. Et souvent, quand on se déplace en Afrique, c'est cette authenticité-là qu'on cherche, une espèce d'exotisme. Et c'est souvent les images qui sont produites sur l'Afrique, en fait, et qui reproduisent aussi une iconographie coloniale qui veut juste figer l'autre dans une espèce d'identité
complètement fictionné. L'intérêt, c'est de voir comment les populations en face s'identifient aussi à cette fiction, parce que c'est une manière d'exister aussi. Et là, ce qui m'intéressait, ce que je voulais montrer dans ce film, c'était au-delà de ça, c'est en fait comment une culture qui a été dominée par le colonialisme se réapproprie les codes, mais vraiment les codes les plus puissants de cette culture dominante, qui peut être incarnée par le cow-boy blanc qui va conquérir un territoire en massacrant les Indiens. Et comment donc la population qui s'est fait dominer, qui s'est fait complètement... la colonisation a été ultra violente et il y a une négation des identités des personnes colonisées. Oui, c'est aussi il y a quand même un revers d'une politique qui doit être un peu tendue aussi, quoi. C'est des pays qui sont encore sous des climats politiques lourds. Il y a du néocolonialisme total, clairement, qui est plus invisible aujourd'hui parce que les informations se digèrent moins bien, mais qui, je pense, d'un point de vue économique, tout ça, si on fouille un petit peu, Exactement. Et du coup, ça m'intéressait de voir comment, en fait, en anthropologie, on appelle ça la transculturation. C'est comment les cultures dominées se réapproprient les codes de la culture dominante pour les détourner et s'affirmer à travers ces codes-là. Et ça m'intéresse parce que je trouve qu'à travers du coup des cow-boys africains, c'est aussi une manière de prendre une place dans l'histoire du monde. Parce que le western, ça parle que de l'histoire occidentale et de l'expansion de l'idéologie capitaliste, extractiviste et coloniale. Et de voir comment des personnes qui font partie du groupe des dominés, eux se sentent légitimes et même revendiquent une place dans cette histoire du monde et se la réapproprient en fait. Et ça crée des espèces de zones de contact où là les choses s'inversent et il y a vraiment une hybridation culturelle, mais où eux ne perdent pas du tout leurs valeurs, leur fonctionnement. On voit qu'ils choisissent vraiment ce qui les intéresse dans les codes de la culture dominante et ils s'en servent vraiment pour affirmer ce que eux veulent garder de leur propre culture. Donc c'est un processus de réinvention en fait. Et cette liberté-là de réinvention, de créer son propre récit, moi c'est vraiment ce qui m'intéresse. À part les filmer, est-ce que eux aussi ont filmé par exemple? Quel mode d'approche? Même moi je regarde sur la barrière de la langue. Alors moi à force d'aller là-bas, je parle pas très bien, mais quand même j'arrive à comprendre le dioula, qui est une des langues parlées au Burkina. Et du coup, par exemple sur le tournage, imaginons ton français, il a été... Ils parlent tous français. Ils parlent tous français, ouais. Évidemment, mais c'est là où on envisage... Enfin, moi, je suis déjà parti dans un pays où justement je n'avais qui était le Liban, je n'avais aucune connaissance de à quel point l'impact de notre pays était fort dans des pays comme ça, où la signalétique urbaine, le langage dominant ou le langage qui représente une réussite est le français. Et du coup, j'étais presque un peu j'arrivais pas à saisir exactement par le fait de parler français. C'était pas tout à fait ça ma question. Enfin, c'était plutôt eux en fait. Comment c'était pas tant toi comment t'as réussi à pénétrer dans leur communauté, mais plutôt comment eux t'ont accueilli et ont eu aussi un œil peut-être. Je pense à la caméra sur ce qu'ils faisaient. Parce que peut-être c'est très différent quand toi tu filmes, enfin sûrement même, que par exemple si eux avaient eu une caméra pour raconter leur histoire. Alors ils se filment beaucoup, mais ils vont plutôt se montrer dans des moments... Ils se médiatisent. Ils se filment avec leur téléphone et ils se postent sur Facebook, etc. Ah d'accord, ok, donc c'est même une connexion sur les réseaux et tout. Ah oui, ils sont hyper connectés, ouais. Ah oui, ok, ouais, d'accord. Oui, genre... charme. Il en croit pas. Non mais c'est super, ils sont hyper connectés quoi. Par exemple, ils ont vu que le film passait hier, ils ont partagé, ils ont commenté, enfin voilà, ils sont hyper au courant. Et du coup, eux, ils vont plutôt se montrer dans les moments de spectacle, de voltige. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt tous les temps creux, par exemple la relation entre le père et le fils. Eux, ils vont jamais représenter ça. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. Justement, tu parlais de l'enfant tout à l'heure. Il a un rôle hyper important pour moi parce que lui, il est sceptique. Il est sceptique sur cet univers des cavaliers. Il demande à son père si c'est vraiment ses chevaux. Il dit que lui, il veut pas vraiment en faire partie.
il est même sceptique sur le film. Il dit, à un moment, il dit, mais j'en ai marre, c'est quand qu'elle a fini de filmer, de toute façon, elle a besoin de la caméra pour nous regarder, et moi, je peux pas regarder la caméra. Enfin, il est déjà sceptique sur le dispositif du film. Et puis, même, il y a cette scène où il est dans la maison des ancêtres de son père, et où il pose cette question même de sa propre identité, où il dit qu'il sait vraiment même plus trop qui il est. Et du coup, ce personnage de l'enfant, moi, je le trouvais hyper intéressant parce qu'il posait des questions existentielles et puis, enfin, je trouve qu'il pose toutes les questions qui sont sous-jacentes au film. Du malaise aussi, quoi. Du malaise de la caméra, de qui est filmé, regardant, regarder. Et puis justement, cette question du décolonial aussi, peut-être il la pose... Exactement. Sur cette question d'identité, quand il dit qu'il sait plus trop qui il est, je trouve que... Entre les deux, pris entre les racines de la tradition et en même temps... C'est ça. T'as dû te sentir marcher un peu sur des œufs, quoi, des fois. Enfin, moi, Oui, après, oui. Quand tu prenais du recul sur ton tournage, tu te disais, qu'est-ce qui se passe vraiment, là ? Ouais, après, il y a eu un long temps de montage, du coup, pour trouver l'équilibre. Mais en tout cas, oui, il y a cette... L'enfant apporte vraiment ces questions-là et sur la question de la langue aussi, où effectivement moi je parle en français et eux, je leur disais de se sentir vraiment libres de repasser dans leur langue à eux. Et pour eux, ça aussi, c'est un espace de liberté, de reprise de contrôle sur leur image. Oui, parce que il y a un jeu entre les langues, ils se répondent des fois en français et ils posent la question. Et ils savent très bien que moi, je comprends pas ce qu'ils se disent. Donc moi, par exemple, en fait, je commence à filmer. C'est typique dans la scène dans la grotte où il explique qu'il est John Wayne et qu'il parle avec la jeune femme. Où moi, je lui disais, vous pourriez parler de tel et tel sujet, de la place de la femme dans cet univers des cavaliers, tout ça. Et en fait, ils me disent oui, puis finalement, quand il parle en dioula, il est juste en train de draguer la femme qui est à côté, et il considère pas du tout moi mes demandes, mais au final, c'est ce qui a fait la beauté de cette scène-là. Mais complètement. Et moi-même, j'aurais pas osé lui demander ça, donc ça m'intéresse, même la scène où ils sont tous les trois à la fin, et puis qui boivent, et puis qui commencent à se faire des blagues et tout ça, là, moi, en fait, je les connais assez bien. Même la scène entre le père et le fils, tout est en dioula, donc je sais pas ce qu'ils se disent. Mais je les connais assez bien pour savoir qu'à cet endroit-là, ils sont hyper sincères et qu'il se passe quelque chose. Et je leur fais assez confiance pour savoir qu'il faut juste que je laisse tourner la caméra et que... Ouais, et puis ça a dû aiguiser aussi ton rapport avec l'image, de te dire qu'est-ce que je filme, plus faire attention à des mimiques et à des réactions, plutôt qu'une parole pure et dure. Ouais, ok, trop bien. Super. Voilà, et du coup sur ces questions décoloniales, je pense que c'était aussi, par rapport à ce sujet-là, je trouvais ça intéressant de parler d'un western en Afrique parce que c'est un récit, je pense que dans le monde entier, les gens savent ce que c'est un western, et je trouvais ça bien d'avoir encore un autre récit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la pluralité des façons de raconter une histoire et même une même histoire qui serait celle d'un western. Et voilà, après, c'est sûr que... en fait, par exemple, j'ai voyagé aussi en Côte d'Ivoire ou au Niger et tout, j'ai pas fait de films là-bas. Je fais des films au Burkina parce que je vis là-bas et que je vis vraiment avec les gens. Ouais. Et c'est déjà différent, je pense. J'imagine dans ton rapport. Et eux me la posent plus tellement cette question-là. Mais forcément, ça modifie leur attitude. Le fait que ce soit une blanche qui les filme, ils n'ont pas les mêmes attitudes que si c'était quelqu'un d'autre. Par exemple, est-ce qu'ils ont une volonté de montrer leur histoire Alors, déjà, il y a des réalisateurs burkinabés qui filment avec les cavaliers, qui les mettent en scène et qui vont... Il y a eu un western fait au Burkina qui s'appelle L'Or de Yunga, où les cavaliers jouent dedans et ça parle d'une mine d'or... Et là, c'est vraiment c'est un film très burkinabé. Et alors, il y a vraiment... Et d'ailleurs, moi, ça, j'en ai pris conscience, surtout en discutant avec des Afro-Américains, où ces questions-là ils ont vraiment une position plus radicale, je crois, encore qu'en France, où pour eux, à partir du moment où un blanc fait un film en Afrique, il prend la place d'un potentiel film africain qui pourrait être fait par
quelqu'un d'africain. Et parce que forcément, un blanc, il a plus d'accès à des financements, il a plus accès à la diffusion. Il apporte quelque chose aussi, c'est toujours ce truc de... Il peut aussi continuer à être dans ce schéma colonial de... Avant tout, il prend quelque chose. Et puis il prend une donc, place. Donc ça peut être... c'est effectivement quelque chose avec lequel je me débat et avec lequel je suis pas du tout à l'aise. Très bien. Je pense que c'est super que tu puisses te débattre à cet endroit. En tout cas, ça me pose question. Ouais. Et après... moi, je pense pas du tout que ce soit une mauvaise chose. Au contraire, je pense que c'est comme ça que tu peux aussi saisir les zones de tension et que c'est là que c'est intéressant. Je parlais de pluralité de récits. Et en fait, c'est aussi intéressant d'avoir... C'est pas en enlever, hein. C'est en... Ouais. Et après, moi, à côté, je travaille aussi, je travaille dans une école de cinéma là-bas, où là, pour le coup, je suis plutôt coordinatrice et où je travaille sur soutenir les étudiants pour avoir des financements ensuite, etc. Je travaille au Festival du court-métrage de Clermont, où je m'occupe de la programmation des films africains. Trop bien. T'as senti que t'avais quand même besoin de te faire une place... T'avais quand même besoin de te faire une place dans le milieu associatif, un peu social, le milieu... de militer aussi pour la diffusion des films africains. Et du coup, ce qui te faisait une place et une ouverture un peu plus peut-être sereine pour dire là je peux attaquer un tournage, t'avais anticipé tout ça ? En tout cas, c'est deux choses qui sont parallèles et qui... Mais qui se sont bien encastrées. En fait. D'accord, ok. Mais c'est pas toi qui as anticipé ça en te disant... si j'ai une petite idée de me dire tiens je vais faire un film, mais avant il faudrait que j'ai une place de quelqu'un qui donne beaucoup et qui... Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Ouais. Et puis pour les cavaliers aussi, par exemple, je pense que c'est aussi en tant que femme, je pense que je peux filmer certaines choses, par exemple cette relation entre le père et le fils. En fait, les relations père-fils sont très hiérarchisées au Burkina. Et c'est assez rare de voir un père qui joue avec son fils, un fils qui répond à son père, qui peut se moquer de lui. Ça, c'est quelque chose qui quand je monte le film au Burkina, ce qui choque les gens, c'est cette relation père-fils, en fait. Il y a eu même des gens qui disent que le fils, en fait, c'est une réincarnation du grand-père, et c'est pour ça qu'il peut parler comme ça à son père. Enfin, vraiment, les gens, c'est ce qui focalise l'attention. Et ça, je pense que c'est le fait d'être une femme, et une femme blanche, donc extérieure à toutes ces pressions sociales et cette hiérarchie burkinabé, qui me permet de montrer ça. Et qui permet aussi au père de se sentir libre de montrer ça à la caméra, de montrer cette relation-là avec son fils. Je pense que si c'était un homme burkinabé, il se serait pas permis de faire ça, parce que c'est quelque chose qui remet trop en question aussi son statut en tant qu'homme burkinabé, quoi, et sa masculinité, sa virilité. Parce que dans tous ces délires de se dire qui suis-je pour me placer ici et filmer ça, il faut aussi se rappeler que c'est une ouverture vers énormément de choses et que on peut pas faire non plus des grands sacs, quoi, tout le temps et dire mais c'est une femme blanche. Non, t'étais aussi quelqu'un qui était là avec eux, qui vivait avec eux, et petit à petit on s'en... Mais c'est bien parce que du coup tout ton film est aussi le fruit d'une relation avec un groupe avec lequel tu t'es cogné, qui était différent. C'est super. En tout cas, bravo, ça a l'air... moi, je vais finir. J'ai eu une idée là, je me suis dit qu'on pouvait aller au festival de Clermont. Voilà. Pour faire la radio. La boîte grave. Ouais, c'est possible. Je pense que c'est possible. Faut prévenir assez vite. Ouais. Peut-être que ça peut être aussi à l'école des Beaux-Arts. Ouais. J'organise un workshop à l'école. En fait, je continue de travailler à l'école d'art parce qu'on on a fondé un groupe de recherche sur les problématiques de l'exposition de l'art dit africain contemporain. Super, trop bien. Et du coup, c'est un axe de travail qu'on développe à l'école. Et là, pendant le festival du court-métrage, on aura 2 artistes qui vont venir faire un workshop. Il y a Samboy Vrenon, qui est un artiste afro-descendant qui se définit comme chaman numérique et qui travaille beaucoup sur cette iconographie coloniale. Et Ali Essafi, qui est un réalisateur marocain qui fait du documentaire et qui montre aussi les images coloniales en faisant des caravanes de films dans le Maroc pour que les gens puissent voir ces images qui sont peu montrées. Et donc ces 2 artistes vont venir faire un workshop avec les étudiants pendant la semaine du court-métrage. Trop bien. Donc il y a
peut-être des choses à imaginer, effectivement, au sein de On l'école. reste en contact de toute façon. Ce serait super d'imaginer un truc comme ça, carrément. Ouais, Trop vous bien. serez les bienvenus en tout cas. Bah, merci beaucoup. Toi, Camille, du coup, on n'a pas eu le temps, enfin, on n'a toujours pas parlé à la radio. Mais toi qui, du coup, es là-dedans, est-ce que tu es allé voir l'exposition Princesse des villes qui s'est faite au Palais de Tokyo? Non, il faut T'en que as j'aille- entendu un peu parler? J'en ai entendu parler comme quelque chose de très problématique et je l'ai Ouais. pas encore vu. Moi, je l'ai pas vu. C'est non plus. fermé, mais. Ah bah voilà, Ouais, bah, c'est fini. En fait, j'ai senti que c'était... Je suis pas sûre que ça... Enfin, vu les problèmes que ça a soulevés, j'étais pas C'était certaine presque- oui, d'avoir c'était- encore envie de me confronter à ça, en fait. Enfin, je préfère m'intéresser à des expos où il y a vraiment... Enfin, c'est un peu comme le modèle noir, par exemple, l'expo qu'il y a eu au Quai musée d'Orsay. d'Orsay, qui est une espèce de récit pacificateur et réconciliateur qui est terrible parce qu'il censure toute une période... Enfin, je trouve qu'on est une génération hyper intéressante parce qu'on est un peu la troisième génération après les indépendances et je trouve que enfin, moi j'ai l'impression qu'on est un peu investi de cet héritage-là et de comment on se positionne en fait et comment on déconstruit et comment on se bat avec cette histoire coloniale qui est complètement refoulée et du coup toutes ces expositions institutionnelles qui font comme si tout allait bien et que c'était résolu, j'en peux plus en fait, enfin, ça m'intéresse pas. Par contre, je suis très curieuse de choses comme Décolonisons les arts, J'allais te parler de des ça. collectifs comme Black to the Future, enfin toutes ces choses dans la communauté afro-descendant, ce qui se passe à ce niveau-là. Et ça qu'en fait, m'intéresse beaucoup plus. Sans même l'avoir vu, tu t'imaginais déjà. Ouais. Mais enfin, moi je trouve ça super. De par ce que tu fais, par les retours que tu en as eu et de savoir rien que de Princesse des villes, le Palais de Tokyo et peut-être nos deux démarches de la part des commissaires, savoir quel était le problème, c'est hyper. C'est un regard assez affûté. Je sais pas. Trop bien. Merci beaucoup, Camille. Et Merci à vous. puis, tu vas te balader un petit peu. Tu vas regarder les films ce soir? Je peux pas parce que je montre mon film ailleurs ce soir pour la nuit blanche. Je le monte dans un appartement qui est l'appartement de Sylvie Ballan et c'est sur invitation de Nicolas Barrier. D'accord. Et c'est un appartement où ils font des projections de films une fois par mois. Super. Et voilà, donc... Trop bien. Félicitations en tout cas pour ouais. le film parce Et toi que tout le temps donné à ça vaut largement le coup.